Général Ryu quand recrute noire a dit qu'elle parlait 9 langues. Mais elle traduirait quelque chose de secret qui. La sirène d'urgence déchirait l'air comme une lame. Dans le bunker souterrain de la base militaire de Fort Braxton, la tension était si dense qu'elle semblait occuper l'espace physique. Des documents classifiés éparpillés sur la table en acier inoxydable tremblaient sous la ventilation forcée, tandis que 5 généraux observaient avec des visages tendus une pile de papier qui pourrait décider du sort d'une opération militaire critique. 16 heures, grogna le général Morrison en frappant la table avec son poing avec suffisamment de force pour faire sauter les stylos. 16 heures pour déchiffrer cette merde, où nous perdons notre chance d'intercepter la plus grande cellule terroriste de ces 10 dernières années. Les lumières fluorescentes du bunker projetaient des ombres dures sur les visages de ces hommes puissants. Chacun d'entre eux contrôlait des milliers de soldats, des budgets colossaux et des opérations qui façonnaient la géopolitique mondiale. Mais à ce moment-là, ils semblaient tous impuissants face à quelques feuilles de papier. Les documents saisis lors de l'opération menée à l'aube étaient un cauchemar linguistique, un mélange stratégique de dialectes arabes, de codes militaires russes, de phrases en farsi et de symboles qui semblaient défier toute tentative de traduction automatique. 3 traducteurs spécialisés avaient déjà échoué. Le logiciel militaire le plus avancé du Pentagone n'avait renvoyé que des fragments incompréhensibles. De l'autre côté de la pièce, adossé au mur comme si je faisais partie du mobilier, je me tenais debout. Je m'appelle Leila Thompson, j'ai 19 ans et je suis recrue de première classe depuis seulement 3 mois. Dans un monde où les opportunités militaires semblaient réservées à ceux qui venaient de familles traditionnelles d'officiers, ma présence ici était presque un accident. Alors que les généraux discutaient de stratégies impossibles et de délais mortels, j'observais ces documents avec un mélange de curiosité et de reconnaissance que personne d'autre dans la pièce ne pouvait comprendre. Mon parcours jusqu'à présent n'a pas suivi le chemin habituel. J'ai grandi à Détroit, dans un quartier où survivre signifiait s'adapter en permanence. Je n'ai pas eu le luxe de choisir les langues que j'allais apprendre. Elles m'ont été imposées par la nécessité de la rue, par la diversité de la pauvreté, par la réalité de ceux qui doivent communiquer pour survivre. Ma mère, une immigrante libanaise qui nettoyait des bureaux la nuit, m'a appris l'arabe avant même l'anglais. Les mots sont des ponts, disait-elle souvent, et ceux qui construisent le plus de ponts vont le plus loin. Mon beau-père russe, un mécanicien à la retraite qui est arrivé en Amérique avec pour seul bagage une valise et de nombreux rêves brisés, a apporté sa langue dans notre petite maison de 2 pièces. Les rues m'ont appris l'espagnol. Impossible de vivre à Détroit sans parler aux Mexicains qui travaillaient dans les restaurants où ma mère trouvait parfois des heures supplémentaires. L'école publique m'a donné le français, grâce à une enseignante idéaliste qui croyait que l'éducation pouvait briser les barrières sociales. Internet m'a fait découvrir le mandarin, le farsi, l'hébreu et l'hindi. Pas par hobby, mais par nécessité, par curiosité, par une soif insatiable de comprendre le monde au-delà des frontières de mon code postal. Impossible, murmura le général Patterson, un homme qui semblait avoir été sculpté dans le granit et l'autoritarisme. Ces médailles racontaient l'histoire de 3 décennies de service, chacune représentant des batailles remportées grâce à la force brute et à une stratégie conventionnelle. Même la NSA n'a pas réussi à déchiffrer ce code. Nous devrions peut-être accepter que cette opération est perdue. Le général Morrison, un Texan de 1,90 m dont la voix portait le poids de 4 étoiles et d'innombrables décisions de vie ou de mort, secoua la tête. Nous n'abandonnerons pas. Pas quand nous savons qu'il prépare quelque chose pour les prochaines 48 heures. Ces interceptions sont notre seule chance. C'est alors que quelque chose en moi s'est réveillé. C'était peut-être la frustration d'avoir été ignoré pendant 3 mois consécutifs, traité comme une statistique de diversité en uniforme kaki. C'était peut-être la certitude grandissante que je reconnaissais des schémas dans ces symboles, des liens que mes yeux entraînés dans la rue pouvaient voir. Ou peut-être était-ce simplement l'instinct de quelqu'un qui a grandi en devant prouver sa valeur à chaque respiration, à chaque opportunité refusée, à chaque regard dédaigneux. « Excusez-moi, messieurs », ai-je dit, ma voix coupant le débat comme une rafale inattendue. Le silence fut immédiat et gênant. 5 paires d'yeux se tournèrent vers moi avec des expressions allant de la surprise à l'irritation. Le général Morrison fronça les sourcils comme s'il essayait de se rappeler pourquoi une recrue était présente à une réunion classifiée. Le colonel Martinez, seule femme dans la pièce, m'observait avec une curiosité prudente. « Je parle 9 langues. » ai-je poursuivi en faisant un pas en avant, sentant le poids des uniformes représentant des décennies d'expérience militaire me juger. Et je pense pouvoir vous aider avec ces documents. La réaction fut aussi prévisible que douloureuse. Le général Patterson a éclaté d'un rire qui a résonné dans les murs en béton du bunker, un son rauque et méprisant qui m'a donné la nausée. Les autres se sont joints à lui dans une symphonie de rire qui a transformé ma déclaration en une blague de caserne. 9 langues, a répété Patterson, toujours en riant, ses médailles tintant au rythme de ses mouvements.
Bien sûr, recrue. Et moi, je parle Klingon. Retourne à tes tâches élémentaires et laisse le vrai travail aux professionnels. La chaleur me monta à la gorge, mais je gardai une posture droite. J'avais appris très tôt que montrer sa faiblesse dans de telles situations revenait à verser du sang dans l'eau. Cela attirait les prédateurs qui prenaient plaisir à détruire ceux qui osaient rêver grand. On devrait peut-être lui donner une chance, dit une voix féminine au fond de la salle. Le colonel Sarah Martinez me regardait avec un mélange de curiosité et de quelque chose qui pourrait être de la solidarité. Nous n'avons pas vraiment beaucoup d'options. Morrison roula des yeux, mais poussa une feuille dans ma direction avec un geste dédaigneux. Très bien, soldat. 5 minutes. Voyons voir jusqu'où va cette confiance. Je pris le document d'une main ferme, même si je sentais le poids de 5 regards sceptiques posés sur moi. Les premières lignes étaient en arabe classique, mais il y avait quelque chose d'étrange dans la construction des phrases, une artificialité qui suggérait un code délibéré. Mes yeux parcoururent rapidement le texte, identifiant de subtils changements de dialecte au milieu des phrases, des codes numériques déguisés en dates historiques et des références culturelles qui n'avaient de sens que si l'on comprenait les couches de sens derrière chaque mot. Ce n'est pas seulement un document, murmurai-je, plus pour moi-même que pour eux. C'est une carte. Les rires avaient cessé. L'air dans le bunker semblait plus lourd, chargé d'une tension différente. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui va suivre va vous couper le souffle. Lorsque je levai les yeux du papier, l'expression des généraux avait complètement changé. Lorsque je relevai les yeux du papier, l'expression des généraux avait complètement changé. La dérision s'était évaporée, remplacée par une attention prudente qui coupait l'air comme une lame tranchante. Le silence dans le bunker était désormais lourd, chargé d'attente et de quelque chose qui pourrait être un respect naissant. « Expliquez ce que vous venez de dire », ordonna Morrison, sa voix perdant son ton condescendant précédent. Je désignai un passage spécifique du document, où des symboles arabes se mêlaient à des chiffres qui semblaient aléatoires. Ces dates ne sont pas des dates historiques réelles. Ce sont des coordonnées géographiques déguisées. Et ici, mon doigt glissa vers une section en farsi, ils utilisent l'argot de la rue à Téhéran mélangé à de la terminologie militaire formelle. C'est une technique pour embrouiller les traducteurs automatiques. Le colonel Martinez se pencha en avant, les yeux brillants d'intérêt. Continuez. Mais c'est le général Patterson qui interrompit le moment. Il se leva brusquement de sa chaise, ses 4 étoiles scintillant dans la lumière froide du bunker. Richard Patterson était l'incarnation même du privilège allé au mariage avec le pouvoir militaire. Un homme qui avait bâti sa carrière sur la conviction inébranlable que la hiérarchie sociale reflétait les compétences naturelles. « 1 minute, dit-il d'une voix empreinte d'une autorité qui ne tolérait aucune contestation. Envisagez-vous sérieusement de confier une opération classifiée à une recrue qui est arrivée ici il y a 3 mois? Ces mots coupèrent l'air comme des éclats. Patterson n'était pas seulement sceptique, il était un gardien du système qui croyait fermement que certaines positions étaient réservées à des personnes comme lui. Des hommes blancs issus de familles militaires, diplômés de West Point, façonnés par la tradition et reliés par un réseau de contacts qui remontait à plusieurs générations. « C'est une soldate entraînée », rétorqua Martinez, mais Patterson leva la main comme pour faire taire un subordonné désobéissant. Entraînée à suivre des ordres basiques, pas à interpréter des renseignements militaires critiques, dit-il en contournant la table comme un prédateur encerclant sa proie. Vous savez quel est le problème avec cette génération? Ils pensent que regarder Netflix dans différentes langues fait d'eux des linguistes militaires. Le venin dans ces mots était calculé. Patterson ne remettait pas seulement en question ma compétence, il attaquait ma légitimité, mon droit d'être dans cette pièce, mon audace de défier l'ordre établi. Général Patterson. Ai-je tenté de l'interrompre, mais il m'a coupé la parole d'un regard qui aurait pu faire fondre l'acier. Recrue Thompson, vos bonnes intentions sont adorables. Le mot adorable sortant de sa bouche comme une insulte. Mais les opérations militaires ne sont pas un terrain pour des expériences sociales. Nous avons des protocoles établis pour une raison. Ce que Patterson ne disait pas, mais qui résonnait dans chacun de ses mots, c'était sa véritable objection. Une fille noire de Détroit n'avait pas à sauver une opération que des hommes comme lui n'avaient pas réussi à mener à bien. C'était un affront à l'ordre naturel des choses, une fissure dans le système qu'il avait consacré sa vie à maintenir. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, » dis-je, sentant la familiarité de l'indignation monter en moi, les protocoles établis nous ont menés exactement là où nous en sommes aujourd'hui, sans solution et avec le temps qui nous est compté. La tension dans la pièce était palpable. Les autres généraux échangèrent des regards, réalisant qu'il assistait à plus qu'une simple dispute sur une traduction. C'était un choc entre 2 mondes différents, 2 visions opposées sur qui avait sa place où. Patterson sourit, un sourire froid qui n'atteignait pas ses yeux. Intéressant.
La recrue pense pouvoir nous donner des leçons sur les protocoles militaires. Il se tourna vers Morrison. « Tom, allez-vous vraiment laisser une novice remettre en question des décennies d'expérience militaire ?» Mais Morrison était en train d'étudier le document que j'avais commencé à traduire. Ses sourcils se fronçaient tandis qu'il analysait les liens que j'avais identifiés. « Dick, regarde ça », dit-il en poussant le papier vers Patterson. « Elle a peut-être raison au sujet de ses coordonnées. » Patterson prit le document à contre-cœur, ses yeux parcourant les notes que j'avais griffonnées dans la marge. Son expression se durcit. Ce n'était pas seulement de la résistance professionnelle, c'était la réalité dérangeante que peut-être, juste peut-être, une recrue de Détroit pouvait voir des schémas qui lui avaient échappé. Même si elle a identifié certains schémas, dit-il entre ses dents, cela ne qualifie pas une soldate inexpérimentée pour diriger une opération de cette ampleur. Le mot « diriger » flottait dans l'air comme une menace. C'était ce que Patterson craignait vraiment. Non seulement que j'ai raison, mais aussi que ma compétence me conduise à des postes qu'il estimait réservés à des personnes comme lui. « Personne ne parle de leadership », dit Morrison, mais sa voix trahissait son hésitation. J'ai repris le document et j'ai pointé une section qui était passée inaperçue. Cette partie-ci, écrite dans un dialecte tchétchène mélangé à des codes militaires russes, indique un calendrier précis. Il prépare quelque chose dans 36 heures, pas 48 comme nous le pensions. Le silence qui suivit fut lourd et tendu. Même Patterson ne parvint pas à cacher complètement sa surprise. Les informations que j'avais extraites en quelques minutes avaient fondamentalement changé l'urgence de l'opération. « Comment pouvons-nous être sûrs que cette interprétation est correcte ?» demanda Martinez, d'une voix prudente mais intéressée. Avant que je puisse répondre, Patterson frappa sur la table. « C'est exactement ma question. Nous ne pouvons pas risquer une opération militaire sur des interprétations amateurs. » Je regardai Patterson droit dans les yeux, sentant le poids de son hostilité, mais refusant de reculer. « Alors testez. Prenez les coordonnées que j'ai identifiées et vérifiez-les par satellite. Si elles sont fausses, renvoyez-moi nettoyer les toilettes. Si elles sont correctes. » La phrase resta suspendue dans l'air, chargée d'implications qu'aucun de nous n'était prêt à verbaliser. Patterson plissa les yeux. C'était un homme habitué à contrôler les récits, à façonner les réalités à sa convenance. Mais il était maintenant confronté à quelque chose qu'il ne pouvait manipuler, des preuves concrètes qui remettaient en cause ses hypothèses les plus fondamentales. « Très bien, » dit-il finalement, la voix chargée d'une sinistre promesse. « Nous allons vérifier ces coordonnées. Mais quand cette théorie amateur s'effondrera, je veux que tout le monde se souvienne du temps que nous avons perdu avec des fantasmes de recrues. » Morrison était déjà en train de décrocher son téléphone pour appeler les services de renseignement par satellite. L'heure qui allait suivre allait déterminer non seulement le sort de l'opération, mais aussi si une jeune fille de Détroit avait réellement réussi là où des experts militaires avaient échoué. Pendant que nous attendions la confirmation, Patterson m'observait comme un prédateur attendant le moment propice pour attaquer. Il ne se contentait pas d'espérer mon échec, il comptait dessus. Mais quelque chose me disait que la véritable bataille ne faisait que commencer. 23 minutes. C'est le temps qu'il a fallu au service de renseignement par satellite pour confirmer que les coordonnées que j'avais extraites des documents étaient non seulement correctes, mais révélaient quelque chose que personne n'avait imaginé. « Bon sang !» murmura Morrison, les yeux rivés sur l'écran de l'ordinateur portable qui venait de recevoir les images en temps réel. « Il y a un convoi de véhicules d'exactement à ces coordonnées. Ils sont en mouvement. » Le bunker s'est transformé en une symphonie contrôlée d'urgence. Les téléphones sonnaient, les claviers cliquetaient furieusement, les voix chuchotaient des mises à jour critiques. Mais au centre de cette tempête d'activité militaire, deux mondes s'affrontaient dans un silence mortel. D'un côté, moi, une fille qui avait grandi en déchiffrant les codes de survie dans les rues de Détroit, où chaque mot avait son importance, chaque geste avait des conséquences, où la différence entre comprendre et ne pas comprendre pouvait signifier la différence entre la sécurité et le danger. De l'autre, Patterson, un homme dont l'autorité reposait sur la certitude inébranlable que certaines personnes étaient nées pour diriger, tandis que d'autres étaient nées pour suivre. Un homme qui voyait ma présence non pas comme une compétence, mais comme une menace pour l'ordre naturel des choses. La confirmation des coordonnées n'apporta aucun soulagement à Patterson. Elle apporta quelque chose de bien pire, la réalité indéniable que sa vision du monde s'effondrait sous ses yeux. « Cela ne prouve encore rien, » dit-il, mais sa voix était empreinte d'une tension qui n'était pas là auparavant. Ses mains se serrèrent sur la table, les jointures de ses doigts blanchissant. Une coïncidence ne fait pas d'une recrue une experte en renseignement. Martinez leva les yeux au ciel, sa patience clairement à bout. « Dick, elle a identifié une cellule terroriste active que nos meilleurs analystes avaient manqué. Il est peut-être temps de ravaler ta fierté. » Mais Patterson ne luttait pas seulement contre des preuves.
Il luttait contre l'érosion d'une hiérarchie qui définissait sa propre identité. Dans un monde où une jeune fille noire de 19 ans pouvait surpasser des décennies d'expérience militaire, qu'est-ce que cela disait de la valeur de son propre parcours? De toutes les promotions, décorations et positions prestigieuses qu'il avait accumulées, Colonel Martinez, a dit Morrison, rompant la tension croissante, j'ai besoin que vous coordonniez intelligemment la confirmation du reste de la traduction du soldat Thompson. Le mot « soldat » a résonné, chargé d'une nouvelle signification. Ce n'était plus du mépris, mais une reconnaissance réticente, un changement subtil mais fondamental dans la dynamique de la pièce. Je pris le document principal et me mis au travail avec une vitesse croissante, sentant le poids des regards posés sur moi. Certains curieux, d'autres pleins d'espoir, un clairement hostile. Chaque ligne révélait des couches de planification qui allaient bien au-delà de toute opération terroriste conventionnelle. Il ne planifiait pas seulement une attaque. Il orchestrait quelque chose qui allait fondamentalement changer la perception du public en matière de sécurité nationale. Le document était un labyrinthe linguistique. Des phrases en arabe classique entrecoupées d'argot urbain, des codes numériques russes déguisés en dates religieuses, des références culturelles persanes servant de pont entre différentes sections. C'était comme si les auteurs avaient délibérément créé une barrière pour empêcher les traducteurs conventionnels d'accéder à l'information. Ici, dit-il en pointant une section écrite dans un mélange d'arabe et de codes numériques russes. Il mentionne une démonstration de force, lors d'un événement très médiatisé, dans exactement 36 heures. La salle fut silencieuse. Morrison se pencha en avant, ses 4 étoiles reflétant la lumière froide du bunker. Quel genre d'événement? Mes yeux parcoururent les pages, reliant des fragments dans différentes langues, assemblant un puzzle qui prenait une forme effrayante. La technique qu'ils avaient utilisée était sophistiquée. Chaque langue contenait une information spécifique, rendant impossible la compréhension du plan dans son ensemble sans la maîtrise de toutes les langues. Une convention médicale internationale, dis-je, sentant mon estomac se nouer à cette prise de conscience. Au Washington Convention Center, il y aura des centaines de médecins de différents pays. S'ils attaquent là-bas, c'est une déclaration de guerre psychologique, ajouta Martinez, la voix chargée d'une horreur grandissante. Attaquer des médecins, des gens qui sauvent des vies, l'impact psychologique serait dévastateur. Les autres généraux se regardèrent, réfléchissant aux implications. Une attaque contre des professionnels de santé internationaux ne serait pas seulement un acte terroriste, ce serait un coup porté à la confiance mondiale dans la coopération humanitaire. Mais Patterson n'était pas convaincu, ou ne voulait pas l'être. Les interprétations spéculatives ne constituent pas des renseignements militaires solides, a-t-il déclaré, mais même lui semblait moins convaincu. Ses objections semblaient de plus en plus désespérées, comme celles d'un homme luttant contre une marée qu'il ne pouvait contrôler. C'est alors que j'ai trouvé quelque chose qui a tout changé. Sur la dernière page, caché dans un dialecte berbère que peu d'occidentaux maîtrisaient, se trouvait un détail qui m'a glacé le sang. Une liste de noms. Ce n'étaient pas des cibles aléatoires, mais des médecins spécifiques qui seraient des cibles prioritaires. Des experts en biodéfense. Des chercheurs en armes chimiques. Des scientifiques travaillant sur des contre-mesures pour les attaques biologiques. Ma mère disait souvent que le diable était dans les détails. Elle n'aurait jamais imaginé à quel point cela pouvait être littéralement vrai. Ils ne veulent pas seulement tuer des gens, ai-je dit, ma voix n'étant plus qu'un murmure chargé d'urgence. Ils veulent éliminer notre capacité à répondre à de futures attaques. Ils ciblent spécifiquement ceux qui pourraient nous défendre. Le silence qui a suivi était celui qui précède les tempêtes. Morrison passa la main sur son visage, essayant de comprendre les implications d'une opération qui allait bien au-delà de ce que quiconque avait imaginé. Martinez décrocha le téléphone pour alerter le département de la sécurité nationale. Même Patterson semblait avoir perdu toute couleur. Mais alors, tel un animal blessé qui trouve encore la force d'un dernier assaut désespéré, Patterson se retourna vers moi avec une férocité renouvelée. Ses yeux brillaient d'un mélange de rage et de quelque chose qui ressemblait à de la panique. La panique d'un homme voyant son autorité s'effondrer. « Commode », dit-il, la voix chargée d'un venin à peine dissimulé. La nouvelle recrue décrypte soudainement une opération que nos meilleurs analystes ont complètement ratée. Vous ne trouvez pas cela suspect? Les mots frappèrent le bunker comme des grenades. Tout le monde s'arrêta net. L'air se chargea d'une tension différente, non plus de doute sur la compétence, mais de suspicion sur la loyauté. C'était le genre d'accusation qui pouvait détruire des carrières, ruiner des vies, transformer des héros en traîtres en une seule phrase. « Général Patterson », dit lentement Morrison, la voix chargée d'avertissement, « que sous-entendez-vous exactement » Patterson se leva et fit le tour de la table comme un procureur préparant son réquisitoire. Ses médailles tintaient à chaque pas,
un son métallique qui résonnait dans le silence tendu. Je dis qu'il est étrangement commode qu'une recrue apparaisse au moment précis où nous en avons besoin, avec exactement les compétences nécessaires pour sauver une opération qu'elle seule est censée pouvoir résoudre. L'accusation flottait dans l'air comme une fumée toxique. Patterson ne remettait pas seulement en question ma compétence, il remettait en question ma loyauté, mon intégrité, mon droit fondamental d'exister dans cet espace. C'était le geste désespéré d'un homme qui préférait voir l'opération échouer plutôt que d'admettre qu'il s'était trompé. Martinez se leva brusquement. « Dick, vous dépassez les bornes. »« Ah oui » rétorqua Patterson, les yeux désormais rivés sur moi. « Réfléchissez Y. Une fille des rues qui parle 9 langues apparaît comme par magie au bon moment. Qui l'a formée? Où a-t-elle acquis ses compétences? Et pourquoi diable était-elle dans cette pièce aujourd'hui? » Le venin dans ses mots était calculé pour semer le doute. C'était le dernier recours d'un homme qui avait bâti sa carrière sur le principe que certaines personnes n'avaient tout simplement pas leur place à certains endroits. S'il ne pouvait pas me rabaisser par mon incompétence, il tenterait de me détruire par la suspicion. « Avec tout le respect que je vous dois, général, » ai-je dit, ma voix contrôlée mais chargée d'une rage froide qui venait d'années passées à faire face à ce genre d'attaque, vous insinuez que je suis une espionne. J'insinue, a répondu Patterson, chaque mot étant une lame acérée, que de telles coïncidences n'existent pas dans le monde réel. Personne n'apparaît de nulle part avec des compétences aussi spécifiques sans raison. La salle se divisa. Certains visages exprimaient leur choc face à cette accusation. D'autres semblaient envisager cette possibilité. C'était le pouvoir de la suspicion. Une fois semée, elle poussait comme une mauvaise herbe, contaminant tout autour d'elle. Morrison se leva, son autorité remplissant l'espace. « Général Patterson, ce sont des accusations graves qui exigent des preuves. » Mais Patterson était désormais au-delà de la raison. C'était un homme qui luttait pour son identité, prêt à détruire tout ce qui menaçait sa vision du monde. La preuve est sous nos yeux. Une recrue résout en quelques minutes ce que des experts n'ont pas réussi à faire en plusieurs heures. Peut-être, dit une voix ferme de l'autre côté de la pièce, parce qu'elle est vraiment compétente. C'était Martinez, maintenant debout, regardant Patterson avec une expression mêlée de déception et de colère. Ou peut-être que vous ne pouvez tout simplement pas accepter que vous vous êtes trompé. La confrontation entre les deux officiers supérieurs rendait l'atmosphère électrique. Mais au milieu de cette tempête d'accusations et de défense, une réalité se cristallisait. La prochaine décision de Morrison ne déterminerait pas seulement le sort de l'opération, mais établirait également un précédent sur la manière dont l'armée américaine traiterait les compétences inattendues provenant d'endroits improbables. Patterson sourit, un sourire sans chaleur, seulement calculé. Très bien. Si vous êtes tous si convaincus de sa loyauté, vous n'aurez aucun mal à soumettre le soldat Thompson à un test polygraphique avant de poursuivre. La proposition tomba dans la salle comme une bombe. C'était le coup final, une tentative de me disqualifier par des procédures bureaucratiques qui pouvaient prendre des heures. Des heures que nous n'avions pas, étant donné que des vies étaient en jeu et que le temps pressait. Morrison nous regarda tous les deux, réalisant qu'il assistait à plus qu'une simple dispute militaire. C'était un moment décisif qui allait mettre à l'épreuve non seulement l'opération, mais aussi les valeurs mêmes pour lesquelles ils avaient juré de se battre. À cet instant, alors que le sort de centaines de vies de médecins était en jeu, la décision suivante allait tout changer. Le silence qui suivit la proposition de Patterson était lourd comme du plomb. Un test polygraphique signifiait des heures perdues, des protocoles bureaucratiques interminables, tandis que les terroristes finalisaient leurs préparatifs pour massacrer des centaines de médecins innocents. C'était le mouvement parfait d'un système conçu pour protéger sa propre image, même si cela coûtait des vies. Morrison ferma les yeux pendant un moment qui sembla durer une éternité. Quand il les rouvrit, son expression reflétait le poids de 4 guerres et la capacité de reconnaître quand les principes se heurtaient à la réalité. « Général Patterson, dit-il d'une voix tranchante comme une lame, retirez votre suggestion. »« Tom, vous n'êtes pas sérieux, » rétorqua Patterson, mais quelque chose dans l'attitude de Morrison le fit reculer d'un pas. « Je vous dis que nous avons 34 heures pour empêcher un massacre, et vous proposez de perdre un temps précieux à remettre en question la loyauté de la seule personne qui a réussi à déchiffrer cette opération. » La voix de Morrison prit un ton qui ne souffrait aucune contestation. Le soldat Thompson continuera. C'était plus qu'une décision militaire. C'était un moment où le leadership avait choisi la compétence plutôt que les préjugés, les résultats plutôt que la tradition. Mais Patterson n'était pas du genre à accepter la défaite sans broncher. « Très bien, » dit-il, la voix chargée d'une rancœur à peine contenue. « Mais quand cette opération échouera, je veux que tout le monde se souvienne de qui a mis en garde contre les risques. » Avec cette menace voilée, Patterson quitta la pièce, ses bottes résonnant d'un rythme de rage contenu sur le béton du bunker.
C'était le retrait d'un prédateur blessé, mais pas vaincu. Les hommes comme lui ne disparaissaient pas. Ils se regroupaient, planifiaient des contre-attaques, attendaient le bon moment pour frapper à nouveau. Martinez poussa un soupir qui reflétait des années de frustration face à des hiérarchies toxiques. Enfin quelqu'un qui a le courage de faire ce qui est juste. Mais Morrison ne se réjouissait pas. Ses yeux m'étudiaient avec l'intensité de quelqu'un qui savait qu'il avait misé sa propre carrière sur les compétences d'une recrue de 19 ans. « Soldat Thompson, dit-il, vous avez ma confiance. Maintenant, prouvez-moi qu'elle a été bien placée. » Le poids de cette responsabilité aurait pu écraser n'importe qui. Mais j'avais grandi en portant des attentes impossibles, en prouvant ma valeur chaque jour, en transformant les doutes en marche pour monter plus haut. Je me suis replongé dans les documents avec une détermination renouvelée. Chaque page révélait des couches de planification qui allaient bien au-delà du simple terrorisme. C'était une architecture de la terreur, un projet conçu pour causer le plus de dommages psychologiques possible. Au cours des 2 heures qui suivirent, je travaillais comme je n'avais jamais travaillé de ma vie. Je décryptais non seulement le plan principal, mais aussi tout le réseau de communication qu'ils utilisaient. J'identifiais les cellules de soutien, les voies d'évasion, les points de rencontre. C'était comme démonter une montre. Chaque pièce révélait comment les autres s'emboîtaient. Martinez coordonnait les agences fédérales, transmettant les informations en temps réel. Morrison supervisait le déploiement des forces spéciales. D'autres officiers élaboraient des scénarios d'intervention. C'était un orchestre militaire en parfaite harmonie, et j'étais devenu le chef d'orchestre. Mais au fond de moi, une prise de conscience grandissante se formait. Patterson n'avait pas simplement abandonné. Les hommes comme lui n'acceptaient pas l'humiliation publique sans riposter. Si vous suivez cette histoire et que vous voulez savoir comment elle se termine, abonnez-vous à la chaîne, car la véritable guerre ne faisait que commencer. C'est alors que j'ai découvert quelque chose qui a complètement changé ma perspective sur toute l'opération. Caché dans une section apparemment insignifiante, écrite dans un dialecte afghan archaïque mêlé à de l'argot militaire contemporain, se trouvait une référence qui m'a glacé le sang. Il ne s'agissait pas de l'attaque principale, mais d'une deuxième opération. « Général Morrison, dis-je d'une voix empreinte d'une urgence renouvelée, nous avons un problème plus grave. » Il s'approcha, suivi de Martinez et d'autres officiers. « Qu'avez-vous trouvé ?» Je désignai la section problématique. L'attaque contre la convention médicale est une diversion. La cible réelle est autre. Le silence dans la pièce était chargé d'une tension électrique. Morrison fronça les sourcils. « Expliquez-moi. » Ils utilisent la Convention pour détourner notre attention et nos ressources de sécurité. Pendant que nous nous concentrons sur la protection des médecins, ils vont attaquer ailleurs. Mes doigts tremblaient légèrement, tandis que je montrais des codes spécifiques. Un endroit où notre réponse sera limitée, car toutes nos forces seront concentrées au centre des congrès. Martinez se pencha pour mieux voir. « Quel endroit ?» La réponse qui sortit de ma bouche fit pâlir tout le monde dans la pièce. Une école primaire. Avec 800 enfants. C'était du génie sadique. Attaquer des médecins serait déjà dévastateur sur le plan psychologique. Mais faire cela comme écran de fumée pour massacrer des centaines d'enfants, c'était une stratégie conçue pour briser non seulement les corps, mais aussi l'âme même d'une nation. Morrison passa la main sur son visage, essayant de comprendre l'ampleur de ce à quoi nous étions confrontés. Combien d'hommes avons-nous à disposition? Pas assez pour protéger correctement les 2 sites, admit Martinez, la voix chargée de frustration. C'était le dilemme parfait. Protéger les médecins et mettre les enfants en danger. Protéger les enfants et laisser les médecins sans défense. Diviser les forces et protéger insuffisamment les 2 cibles. Mais tandis que les officiers discutaient de logistique impossible, je continuais à décoder, à la recherche de quoi que ce soit qui pourrait nous donner un avantage. C'est alors que j'ai trouvé la pièce manquante du puzzle. « Général, dis-je, ma voix coupant court aux discussions stratégiques, ils ont commis une erreur. » Morrison se tourna vers moi avec une attente désespérée. Quel genre d'erreur? Je souris, non pas de joie, mais de la satisfaction sinistre de celui qui a trouvé la faille dans l'armure de l'ennemi. Ils ont supposé que personne ne pourrait décoder le lien entre les 2 opérations. C'est pourquoi ils ont utilisé le même système de communication pour coordonner les 2 attaques. Les implications de cette information commencèrent à se dessiner sur les visages autour de moi. Martinez fut la première à comprendre. Si nous parvenons à intercepter les communications, nous pourrons non seulement localiser les 2 cellules, mais aussi découvrir le timing exact, ai-je ajouté. Et si nous savons exactement quand ils vont attaquer? Morrison a terminé ma phrase, nous pourrons les attraper avant qu'ils ne passent à l'action. C'était un plan risqué qui dépendait d'un timing parfait et d'une exécution sans faille.
Mais c'était notre seule chance de sauver les médecins et les enfants. Ce que je ne savais pas encore, c'est qu'à ce moment précis, Patterson était dans un autre bunker, passant des appels à Washington pour semer le doute sur ma loyauté dans des oreilles importantes. La guerre contre le terrorisme n'était qu'une des batailles que j'avais à gagner. La véritable guerre était contre un système qui préférait voir tout le monde échouer plutôt que d'admettre qu'il avait sous-estimé une fille des rues de Détroit. Et cette guerre était loin d'être terminée. À 3h47 du matin, alors que le monde était plongé dans le silence qui précède l'aube, la guerre silencieuse qui avait commencé dans cette salle de réunion a éclaté sur plusieurs fronts. Je me trouvais dans le centre de commandement improvisé, entouré d'écrans qui diffusaient en temps réel des images satellites, des communications interceptées et des mouvements de troupes. Je n'avais pas dormi depuis 12 heures, mais l'adrénaline maintenait chaque cellule de mon corps en état d'alerte maximale. « Confirmé », dit Martinez dans mon casque, sa voix coupant à travers les parasites. « Nous avons intercepté la première communication. Ils vont attaquer l'école à 14h30, exactement au moment où les enfants seront dans la cour pour la récréation. » Le timing était diabolique. Visibilité maximale, dommages psychologiques maximaux. Mais maintenant, nous savions, et cela changeait tout. Morrison coordonnait les forces spéciales pour encercler discrètement les deux sites. C'était comme une partie d'échecs jouée à une vitesse extrême, où chaque mouvement pouvait signifier la différence entre la vie et la mort pour des centaines d'innocents. Mais au milieu de ce ballet militaire précis, mon téléphone vibra avec un message qui me glaça le sang. Il provenait d'un numéro inconnu. « Soldat Thompson, vous avez 5 minutes pour vous présenter dans la salle d'interrogatoire B7. » Ordre direct du général Patterson. Le message avait le poids d'une menace à peine voilée. Patterson n'avait pas abandonné, il avait simplement changé de stratégie. S'il ne pouvait pas me disqualifier publiquement, il tenterait de me retirer de l'opération par des voies bureaucratiques. « Général Morrison », dis-je en interrompant une conversation sur le positionnement des tireurs d'élite. Patterson essaie de me retirer de l'opération. Morrison lut le message et son expression se durcit comme du béton armé. « Fils de pute », marmonna-t-il, puis il décrocha le téléphone. « Dick, c'est Tom Morrison. Où diable es-tu » La conversation qui suivit fut brève et empreinte d'un venin civilisé. Patterson était à Washington, invoquant des préoccupations en matière de sécurité opérationnelle qui exigeaient mon retrait immédiat de la mission. C'était le geste classique d'un homme qui préférait voir l'opération échouer plutôt que d'admettre qu'il s'était trompé. Mais Patterson avait sous-estimé une chose. Morrison n'était pas seulement un général, c'était un leader qui comprenait que les principes exigent parfois le courage d'enfreindre les règles. « Soldat Thompson », dit Morrison après avoir raccroché, « vous avez deux choix. Obéir à l'ordre de Patterson et laisser mourir des centaines de personnes, ou ignorer un général et continuer à sauver des vies. » Ce n'était pas vraiment un choix. C'était une question de caractère. « Nous continuons l'opération », a-t-il déclaré sans hésiter. Ce qui s'est passé dans les heures qui ont suivi a été une démonstration de précision militaire qui allait être étudiée dans les académies pendant des décennies. Grâce aux communications interceptées que j'avais décodées, nos forces ont réussi à localiser non seulement les cellules terroristes, mais aussi tout le réseau de soutien qui soutenait l'opération. À 11h15, des unités tactiques ont encerclé silencieusement un entrepôt dans la banlieue de Virginie, où la cellule principale préparait des explosifs pour l'attaque de l'école. Grâce aux écoutes que j'avais rendues possibles en déchiffrant leur code, nous savions exactement combien ils étaient, où ils se trouvaient et quelles armes ils possédaient. L'opération a duré exactement 8 minutes. Aucune victime civile. 7 terroristes capturés vivants. Suffisamment d'explosifs pour détruire 3 pâtés de maison ont été saisis avant qu'ils ne puissent être utilisés. Mais c'est la deuxième phase qui a vraiment tout changé. À 12h30, alors que la cellule secondaire se dirigeait vers le congrès médical, convaincue que son attaque serait une diversion parfaite, elle est tombée directement dans un piège que j'avais aidé à concevoir en utilisant ses propres codes de communication. De faux messages, envoyés dans des dialectes que je maîtrisais, les ont dirigés vers un endroit où des forces spéciales les attendaient. C'était comme utiliser leur arrogance contre eux-mêmes. Ils ont été vaincus par la même complexité linguistique qu'ils croyaient être leur protection. Lorsque la poussière est retombée, 19 terroristes étaient en détention. 2 attentats dévastateurs avaient été déjoués et plus d'1 millier de vies innocentes étaient sauvées. C'était une victoire totale. Mais la guerre personnelle était loin d'être terminée. À 16h45, Patterson est revenu à la base avec une délégation de Washington, comprenant des agents des services d'enquête interne. Son expression reflétait la rage d'un homme qui avait parié sur mon échec et qui avait perdu de manière spectaculaire. « Soldat Thompson », dit-il, sa voix résonnant dans le centre de commandement désormais rempli d'officiers supérieurs, vous faites l'objet d'une enquête pour insubordination directe à des ordres supérieurs. Le silence dans la pièce était lourd comme du plomb.
C'était le moment final de la bataille. Non pas contre des terroristes, mais contre un système qui punissait la compétence lorsqu'elle venait d'endroits inattendus. Mais alors, quelque chose que personne, surtout Patterson, n'avait prévu s'est produit. Morrison s'est levé, suivi de Martinez, puis des autres officiers qui avaient été témoins de l'opération. Un par un, tous les occupants de la pièce se sont levés en silence, en signe de solidarité. « Général Patterson », dit Morrison, d'une voix empreinte d'une autorité qui ne venait pas des étoiles sur son uniforme, mais d'un véritable leadership, le soldat Thompson a sauvé plus d'1 millier de vies américaines aujourd'hui. Si vous voulez enquêter sur quelqu'un pour insubordination, vous pouvez commencer par moi. C'était plus qu'un soutien militaire. C'était la reconnaissance que parfois, pour faire ce qui est juste, il faut enfreindre des règles injustes. Patterson regarda autour de lui, réalisant qu'il avait perdu non seulement la bataille, mais toute la guerre. Son expression passa de la fureur à quelque chose de plus dangereux, un calcul froid. « Très bien, » dit-il finalement. Mais cela ne s'arrête pas là. Il avait raison. Les hommes comme Patterson ne disparaissaient pas simplement lorsqu'ils perdaient. Ils se regroupaient, attendaient, cherchaient d'autres moyens de reprendre le contrôle d'un monde qui refusait de rester tel qu'ils pensaient qu'il devait être. Mais à ce moment-là, entouré de personnes qui avaient choisi les principes plutôt que les préjugés, je savais que quelque chose de fondamental avait changé. Pas seulement dans l'opération, pas seulement dans la base, mais dans la définition même de qui appartenait à quel endroit. La fille des rues de Détroit avait prouvé que la compétence ne connaît pas de code postal, que l'intelligence n'a pas de couleur et que parfois, les personnes les plus improbables sont exactement celles dont vous avez besoin lorsque tout est en jeu. Mais la véritable leçon était encore à venir. 6 mois plus tard, la cérémonie au Pentagone était différente de tout ce que j'aurais pu imaginer lorsque j'étais une simple recrue de Détroit essayant de prouver sa valeur dans un monde qui doutait de son existence. L'auditorium était rempli d'officiers supérieurs, d'autorités civiles et de journalistes. Mais ce qui m'impressionnait le plus, c'étaient les visages. Un mélange d'admiration, de respect et de quelque chose qui pourrait être de l'espoir. Comme si mon histoire avait ouvert une porte dont beaucoup ignoraient l'existence. Pour ses actes d'héroïsme exceptionnel et son service distingué, a déclaré le secrétaire à la Défense, sa voix résonnant sur les murs chargés d'histoire militaire, le soldat Lela Thompson est promu au grade de sergent et décoré de la médaille d'honneur pour service rendu au service de renseignement. Les applaudissements qui ont suivi n'étaient pas seulement une formalité militaire. C'était une reconnaissance sincère que la compétence avait triomphé des préjugés, qu'une jeune fille qui avait grandi en traduisant pour ses voisins immigrés était devenue celle qui avait sauvé plus d'1 millier de vies américaines. Mais la véritable satisfaction est venue lorsque j'ai regardé l'auditoire et remarqué une absence notable. Le général Patterson n'était pas présent. Non pas parce qu'il n'avait pas été invité, mais parce qu'il avait demandé à être muté à un poste administratif peu après l'opération. Une façon élégante de dire que sa carrière avait effectivement pris fin au moment où il avait choisi les préjugés plutôt que les principes. L'ironie était délicieuse. L'homme qui avait tenté de me détruire parce que je venais du mauvais endroit occupait désormais un bureau dans un coin perdu, traitant des dossiers, tandis que je recevais la plus grande distinction qu'un militaire du renseignement puisse obtenir. Après la cérémonie, Morrison s'approcha. Au cours des 6 mois qui avaient suivi l'opération, notre relation était passée de supérieur subordonné à quelque chose qui s'apparentait à un respect mutuel entre professionnels. « Alors, sergent Thompson, dit-il, un rare sourire illuminant son visage habituellement sérieux, vous pensez toujours que l'armée est la bonne place pour vous. » Je regardais autour de moi dans l'auditorium, observant les jeunes officiers de toutes origines, dont beaucoup étaient clairement inspirés par l'idée que le talent pouvait venir de n'importe où. C'était comme si mon histoire avait semé des graines qui commençaient à germer dans un sol qui semblait auparavant stérile. « Général, répondis-je, je pense que l'armée est enfin en train de devenir le bon endroit pour des gens comme moi. » La transformation ne se limitait pas à une reconnaissance personnelle. Dans les semaines qui ont suivi l'opération, des changements systémiques ont commencé à se manifester. De nouveaux protocoles ont été mis en place pour garantir que les compétences soient reconnues indépendamment de l'origine. Les programmes de recrutement ont été élargis pour inclure des communautés auparavant négligées. Et surtout, des histoires comme la mienne ont commencé à circuler pour rappeler que le génie ne respectait pas les codes postaux. Martinez, désormais promue générale, était devenue une fervente défenseuse de la diversification des forces armées. Ce que Lela nous a appris, a-t-elle déclaré dans une interview qui est devenue virale, c'est que nous gaspillons des talents par pur préjugé. Combien d'autres Lela avons-nous perdu au fil des ans parce que nous jugions les capacités sur l'apparence? C'était une question qui résonnait bien au-delà des murs de l'armée. 3 mois après ma promotion, j'ai reçu un appel qui allait tout changer à nouveau. La CIA voulait me recruter pour une division spéciale de renseignement linguistique. La NSA m'a proposé un poste dans son département de décryptage le plus secret.
Des universités m'ont offert des bourses complètes pour étudier la linguistique appliquée. Mais l'offre qui m'a le plus intrigué venait d'une source inattendue. L'ONU voulait créer un programme pilote de traduction et de médiation culturelle pour la prévention des conflits internationaux, et il voulait que je dirige le projet. C'était l'occasion de transformer mon histoire personnelle en quelque chose de plus grand. Un symbole montrant que les différentes perspectives n'étaient pas seulement précieuses, mais essentielles pour résoudre les problèmes les plus complexes du monde. La veille de ma décision finale, j'ai appelé ma mère à Détroit. Elle avait suivi tout mon parcours avec la fierté silencieuse de ceux qui ont toujours su que leur enfant était spécial, même lorsque le monde refusait de le voir. « Habibti », m'a-t-elle dit, en utilisant le terme affectueux en arabe qu'elle m'avait appris quand j'étais enfant. Tu te souviens de ce que je t'ai toujours dit à propos des mots qui sont des ponts? Que ceux qui construisent le plus de ponts vont le plus loin, ai-je répondu en souriant à ce souvenir. Exactement. Et maintenant, tu as la chance de construire des ponts entre des mondes entiers. C'était vrai. Mon parcours avait commencé avec une jeune fille qui essayait de prouver qu'elle méritait d'être dans une salle où personne ne croyait qu'elle avait sa place. Mais il s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus grand. Une démonstration que la diversité n'était pas seulement politiquement correcte, mais stratégiquement essentielle. Le monde était rempli de problèmes qui exigeaient des perspectives multiples, des cultures différentes travaillant ensemble, des voix provenant d'endroits que l'establishment ignorait traditionnellement. Et peut-être, juste peut-être, mon histoire pourrait-elle inspirer d'autres personnes à trouver leur propre voie dans des espaces qui semblaient auparavant impossibles. Le lendemain matin, j'ai accepté le poste à l'ONU. Non pas parce que c'était l'offre la plus prestigieuse, mais parce qu'elle représentait ce que mon parcours a toujours été. Transformer les différences en ponts, utiliser la diversité comme une force, prouver que la compétence n'a pas de couleur, d'accent ou de code postal. 2 ans plus tard, le programme que je dirige a déjà permis d'éviter 3 conflits internationaux importants, simplement en s'assurant que les bonnes personnes traduisaient et facilitaient les conversations critiques. Des personnes qui comprennent non seulement les langues, mais aussi les cultures, les contextes, les nuances qui peuvent faire la différence entre la paix et la guerre. Et parfois, lorsque je suis en réunion avec des diplomates de différents pays, je me souviens du matin où un général a ri parce qu'une recrue noire a dit qu'elle parlait 9 langues. Je me souviens de l'expression sur son visage lorsqu'il a réalisé qu'il avait complètement sous-estimé la personne qui se trouvait devant lui. La leçon que j'en tire n'est pas une question de vengeance ou de validation personnelle. Elle est beaucoup plus profonde. Dans un monde de plus en plus complexe, interconnecté et diversifié, notre survie dépend de notre capacité à reconnaître et à valoriser les compétences où qu'elles se trouvent. Car parfois, la personne qui peut tout sauver est précisément celle dont on s'y attend le moins. Si cette histoire vous a inspiré à repenser vos propres jugements et préjugés, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que la compétence n'a pas d'adresse, que l'intelligence n'a pas de couleur et que parfois, les réponses que nous cherchons se trouvent là où nous n'aurions jamais pensé les trouver.